Ils sont tous déjà dans ce studio. Avec plaisir, je les installe. À ma gauche, c'est Setatemi. Setatemi, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Hugues, cher ami, et bonjour à nos amis téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Merci donc pour votre présence dans ce studio. Hugues Hector Zogo, encore avec son stylo en main. Bonjour. Bonjour Maury, bonjour Seth, bonjour également aux téléspectateurs et à tous les auditeurs de Diaspora FM. Ce matin, je vous ai senti un peu très préoccupé. Dès votre entrée dans ce studio, vous étiez avec votre stylo pendant tout ce temps que je faisais la une des journaux. J'espère que c'est de bon augure. Oui, c'est de très bon augure. Il était fondamentalement question de faire un peu le point des positionnements au niveau des partis politiques en ce qui concerne les élections législatives à venir dans notre pays, puisque d'un instant à l'autre, on pourra essayer d'apprécier un peu les forces et les faiblesses de quelques candidats, en tout cas en ce qui concerne la 16e et la 24e circonscription électorale. D'accord, puisque vous en parlez, alors nous allons y aller à la une du quotidien Bénin Intelligent. L'on a pu lire qu'il y a donc 5 formations en piste. Et lorsqu'on sait que déjà lors des élections communales, on a constaté que les partis politiques n'ont pas bien... Ok, non, les partis politiques, tous les partis politiques, j'allais dire, n'ont pas donc participé, ne participent pas. J'étais en échange avec les analystes, ne participent pas donc aux élections communales, mais également, ce n'est pas tous ces partis-là qui participent à l'élection présidentielle. Mais pour la législative, on remarque que nous avons 5 partis en liste. Nous avons déjà fait certaines analyses sur ce plateau en ce qui concerne certaines circonscriptions. Et aujourd'hui, donc, que la Sénat délivre les récépissés, la Sénat a délivré les récépissés définitifs des partis qui doivent participer aux élections législatives, aux législatives de 2026. On peut donc se permettre de faire certaines analyses sur ce plateau. On remarque quand même que le parti Les Démocrates a positionné pour la majorité des jeunes à la tête en tête de liste dans plusieurs circonscriptions électorales. J'en veux pour preuve un certain Guy Tokwe dans la 16e circonscription. J'en veux pour preuve, par exemple, dans la 24e, El Hadj Christian Monsia, qu'on sait qui a démissionné du bloc républicain et qui donc a mouillé le maillot dans la 6e circonscription en 2023. Voilà un peu quelques noms cités pêle-mêle. Sinon, les jeunes ont été sérieusement positionnés en tête de liste. On sait que c'est 19 députés LD qui reviennent, qui sont encore candidats sur ces listes-là. Voilà un peu ce qu'on peut retenir avant que je ne vous donne la parole. Hugues Hector Zogo, les démocrates qui, bien sûr, ce parti qui fait la part belle à la jeunesse pour les législatives de 2026. Nous allons nous pencher sur les circonscriptions comme la 16e circonscription, la 24e, où nous reconnaissons bien ceux-là qui ont été positionnés, dont on connaît le parcours politique. Hugues Hector Zogo. Alors, je vous remercie pour le choix porté sur ces 2 circonscriptions électorales de notre pays. Déjà, en commençant par la 16e circonscription, avant de revenir au niveau de la 24e, puisque essentiellement, vous faites référence donc au choix du parti Les Démocrates qui s'est plus intéressé à la jeunesse. Vous savez que notre pays a toujours revendiqué obtenir une nouvelle classe politique, et quand on s'intéresse un peu au parcours politique de ce parti, le principal de l'opposition, on se rend compte que beaucoup de nos compatriotes avaient souhaité les retrouver, par exemple, pour le compte des élections présidentielles. Ils n'ont pas eu la chance d'obtenir leur quitus. Pour les élections communales qui concernent plus la base, le même scénario, cette
posée. Et puis, dans la conscience collective, on se disait, bon, est-ce que le parti Les Démocrates pourra quand même se retrouver pour les élections législatives de janvier 2026 dans notre pays? Fort heureusement, tout ce qu'il y a eu comme tractation interne n'aura pas empêché le parti politique de travailler avec un peu plus de sérénité pour donc présenter une liste acceptée par l'institution en charge de l'organisation des élections dans notre pays. Je vais parler de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Au niveau de la 16e circonscription, vous savez que c'est une circonscription qui souvent fait énormément parler d'elle. Quand on s'intéresse quand même aux dernières élections, on peut se permettre de dire que c'est la circonscription qui a été celle au cours de laquelle... Le match a été très serré, très disputé. Le match a été très disputé parce qu'il y avait l'Union progressiste, le renouveau, porté par le professeur Joseph Diogbenou. Qui a été d'ailleurs le seul élu. Hein, exactement, le seul élu au niveau de la circonscription. Alors que le parti, les démocrates, donc le parti de l'opposition, était parvenu à rafler pratiquement tous les sièges. Et donc, pour le compte de cette élection, le premier défi, ce sera pour le parti, l'Union progressiste, le renouveau, de renverser la tendance au niveau de cette circonscription-là. Alors, déjà, cette circonscription, c'est du 7e au 13e arrondissement. D'accord. Donc, quand on parle de la 16e circonscription dans notre pays, c'est du 7e au 13e arrondissement de Cotonou. Donc, c'est la région de Cotonou qu'il est question, donc du département du littoral. Et l'Union progressiste, le renouveau, pour pouvoir atteindre ses objectifs, a fait un choix assez stratégique en mettant tête de liste le maire actuel de la commune. D'accord. Donc, la commune département, Luc Setongi Atropo. Donc, c'est lui qui va conduire la liste du parti Union progressiste, le renouveau. Au niveau du bloc républicain, il y a Videgla Gbekyeyon Auguste. Et au niveau du parti Foscori Point Béné Émergent, le parti de l'opposition modérée a positionné Assogbaou Togla Justin. Au niveau de Mouel Bénin, qui soutient la mouvance présidentielle, c'est Aïlo Kossi Aristide qui est positionné. Par contre, au niveau du parti Les Démocrates, c'est l'ancien député à l'Assemblée nationale, Guy Dossou Mitokwe. Vous savez que le parti Les Démocrates a eu à vivre énormément de difficultés dans le processus actuel pour pouvoir prendre part aux différentes élections dans notre pays. Et lui, en tant que secrétaire porte-parole du parti, il a été l'acteur qui a été de tout temps sur la scène, qui s'est retrouvé sur la scène à pouvoir prendre la parole en tant que porte-parole. Le secrétaire général, le porte-parole du parti. Les Démocrates. Et même au-delà, dès qu'il y avait un peu de difficulté au niveau du parti... c'est lui qui devrait sortir pour répondre. C'est lui qui répondait. Donc, il a été, je vais dire, la deuxième personnalité, pratiquement plus en vue au niveau du parti, les Démocrates. Et quand on s'intéresse aussi un peu à son parcours politique, vous connaissez son parrain politique. C'est l'ancien ministre à la défense délégué de notre pays. Je veux parler donc de Candide Azanahi. Et vous savez que la 16e circonscription pour Candide Azanahi, c'est une circonscription d'office gaillé. Et quand on parle de la 16e circonscription, tout le monde voit la première figure, la personnalité de Candide Azanahi. Et l'honorable Guy Dossou Mitokwe a énormément travaillé avec Candide Azanahi. C'est son alter ego à la limite. Et donc, on peut se permettre de dire que Guy Dossou Mitokwe maîtrise quand même la 16e circonscription électorale. Maintenant, face à un baron politique, au nom de Luc Setongi Atropo, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'exploit édité lors des élections dernières, je veux parler des législatives, est-ce que l'exploit va être réédité pour le compte de cette circonscription, pour le compte de cette année, je vais dire. Donc la grande question est là. Quand on prend les autres partis, que ce soit BR,
FCBE et Mouel Bénin, je trouve qu'il n'y a pas trop d'enjeux pour eux au niveau de la 16e circonscription. Les deux partis qui vont plus se disputer les sièges au niveau de la 16e circonscription au regard des positionnements, sans aucun doute, c'est bien sûr le parti Les Démocrates et puis le parti Union progressiste, le Renouveau. D'accord. Et pour tout ce qu'on a eu comme incident par rapport, je vais dire, aux élections présidentielles et communales, sans aucun doute, il y a une base qui attend aujourd'hui le parti Les Démocrates pour pouvoir les accompagner à obtenir plus de sièges. Maintenant, vous avez vu Luc Setongui Atropo qui a quitté Boïcon pour se retrouver parachuté entre griffes. On a parlé du mercato. Du mercato. Oui. Et donc, beaucoup se disaient, non, c'est pas évident. Il est resté pour plusieurs mandatures à la tête de Boïcon. Revenir à Cotonou, il serait un peu dépaysé sur le plan politique. Mais bien au contraire, il a fait asseoir aussi une très bonne base politique. Donc, je me dis, la bataille va être assez rude au niveau de ces deux formations politiques et espérons que le meilleur parvienne à tirer son épingle du jeu. Voilà. D'accord. Alors, puisque vous parlez de la 16e, je vais donc laisser la parole à cet Atemi pour donc apprécier, pourquoi pas, ou du moins faire également ses analyses par rapport à la 16e circonscription, les forces en présence. Les forces en présence sont déjà là. Hugues a eu le temps de pouvoir les citer tout à l'heure. Elles sont là. On aura l'occasion à travers les élections de pouvoir voir les challenges qui se feront, les travaux qui se feront et on pourra, sur le profil de chacun et sur le travail de chacun, décider. Mais en amont, en avant, quand on observe un tout petit peu, on peut se dire que le grand duel se fera probablement entre l'UPR qui a positionné Luc Setongui à Tropo et les démocrates qui ont positionné le docteur Guy Dossou Mitokwe. Le challenge se fera peut-être entre eux parce que qu'on le veuille ou non, les deux sont d'anciens honorables députés. Et les deux ont de la réputation dans la 16e circonscription électorale. Une circonscription dans laquelle le parti LDA a déjà fait ses preuves. Bien sûr. Le parti LDA a déjà fait ses preuves en 2023. Il a même fait de belles preuves en 2023 à la surprise de tout le monde. La question que les uns et les autres se posent aujourd'hui, c'est est-ce que cet inédit, est-ce que cet exploit sera réédité? Parce qu'on dit que qui a pu le faire une fois peut le faire une seconde fois. Et donc la question qu'on se pose, c'est cette question-là. Et sachez que dans les rangs des partis qui sont en face du parti les démocrates, il y a une certaine petite peur, il y a une certaine petite psychose. On se demande... Et il faut aussi rappeler qu'en 2023, Guy Dossou Mitokwe n'avait pas participé aux élections législatives. Non. Il n'était pas sur une liste. Non. Mais il demeure être un candidat du parti Les Démocrates. C'est le parti Les Démocrates qui avait fait l'exploit. Donc l'exploit est toujours encore faisable par ce parti-là. Mais aujourd'hui, vous l'avez entendu dire et on l'a observé à travers la ville de Cotonou et notamment au niveau de la 16e circonscription que le président de l'ANCB et le maire de Cotonou, Luc Setongui Atropo, a pu faire asseoir une certaine base et il a pu démontrer qu'il était un fin stratège politique, quelqu'un qui savait être discret et savait se faire oublier quand il fallait, quelqu'un qui ressurgissait et qui venait quand il le fallait également, une personne qui marquait beaucoup d'actions également sur le terrain à travers notamment sa fondation et à travers également la mairie qu'il dirige. Et donc il se fait qu'aujourd'hui dans la 16e, Luc Setongui Atropo se trouve être un candidat à prendre sérieusement en compte. Et donc le Parti Les Démocrates forcément aura fort à faire. Ce ne sera pas aussi facile que ça l'a été en 2023 où les choses sont passées un peu, on va dire, de façon crème,
avec une petite mayonnaise tout autour. Les choses sont passées très, très facilement. Donc, il va falloir vraiment challenger cette fois-ci. Moi, je trouve, pour ma part, que le candidat qu'on devrait le plus craindre, qu'on devrait le plus attendre à la fin de ces élections législatives au niveau de la 16e, qui, on le rappelle, comprend de la 7e jusqu'à la 13e, jusqu'au 13e arrondissement de la ville de Cotonou. Celui qu'on devrait le plus attendre, il se trouve être le maire Luc Setonji Atropo. Et puis, petit rappel, c'est une personne qui est un des habitants du 13e arrondissement de Cotonou. C'est important pour vous de le dire. C'est très important parce que ça va être important sur le terrain. Ça va se décider sur le terrain. Donc, une personne que vous avez l'habitude de voir, qui parfois, les week-ends, sort faire son footing avec tout le monde, qui se plaît à être un habitant du quartier, qui se plaît à tutoyer le voisinage et tout le reste. Du coup, il y a une certaine affinité qui se crée et on se dit, ah ben, lui, il a beau être un politique, il a beau être un responsable de ce pays, il sait se mettre avec nous, il sait venir à nos discussions, et etc. Donc, ça va être une clé de facilité pour lui, pour mon avis, pour ce qui concerne cette circonscription électorale et ces arrondissements qui composent la 16e. Et donc, c'est un petit avantage. Mais comme je le disais en amont dans mon développement, tout se fera sur le terrain à partir du moment où la campagne sera lancée. Mais vous et moi savons déjà qu'avant même que les campagnes ne soient lancées, il y a déjà des tractations qui se font, il y a déjà des descentes de terrain qui se font. Très bien. Nous allons donc maintenant, après la 16e circonscription où tout peut se jouer, avec Dr Dossou Guémy Tokpe, avec également le maire Luc Atropo et autres candidats. Je ne vous ai pas entendu parler du candidat de la Foscori pour un Bénin émergent. Est-ce que ces partis-là n'auront pas la chance de faire mal? On ne va pas se leurrer. Hein. Au niveau de la 16e circonscription, on aura une bataille féroce entre deux formations politiques. C'est bien sûr... Vous n'avez même pas fait cas de Mouel Bénin ou bien Mouel Bénin n'est pas... Oui, on a cité leurs candidats. Mais moi, je ne vais pas m'attendre à un score... Il peut y avoir des surprises. Non, pas de surprise. Mouel Bénin a fait parler de lui également peut-être comme parti politique. Peut-être au niveau d'autres circonscriptions électorales, mais là, on est en train de parler des forces. Hein. On est en train de parler des forces. Et vous savez, le parti Les Démocrates, à travers la personnalité de l'honorable Guy Dossou Tokpe, va sans aucun doute chercher à rafler plus de sièges. Ça peut même être la circonscription qui aurait empêché, pourquoi pas les autres formations de la mouvance présidentielle, d'avoir même 10%. Très bien. D'avoir même 10%. C'est un positionnement très stratégique. Et donc, c'est parce que la mouvance présidentielle est parvenue à voir le danger venir qu'ils ont positionné Luc Setonji Atropo comme tête de liste. Parce que rien ne les empêchait donc de reconduire Luc Setonji Atropo en tant que maire de Cotonou. Donc, s'ils sont arrivés à positionner Luc Setonji Atropo, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que si on laissait, ce n'est pas pour rien qu'on a ramené le président du parti UPR dans une autre circonscription électorale. Il a été le seul élu au niveau de cette circonscription électorale. Mais avec tout ce que le parti Union Progressiste de Renouveau a eu comme force, pourquoi on ne l'a pas ramené au niveau de la 16e circonscription électorale? C'est parce qu'on s'est rendu compte que s'il revenait, le parti, les démocrates, risquent de faire un score fleuve au point où ça met en difficulté l'appareil d'État. Donc, Luc Setonji Atropo est là maintenant pour contrecarrer un peu tout ce qui pourrait... Les velléités du parti Les Démocrates, principal parti de l'opposition. Donc, les autres partis, que ce soit Bloc républicain, que ce soit FCBE ou Mouel Bénin, je ne les vois pas donner quelques scores au niveau de la 16e circonscription. Vous irez aussi au niveau d'autres circonscriptions, vous verrez peut-être le Mouel Bénin en force. En force, Bloc républicain en force, FCBE en force. Mais dans la 16e circonscription électorale, je continue de le dire, il n'y aura pas du tout de surprise. Les deux partis
les deux partis qui vont vraiment se disputer les sièges là, ouais. c'est bien sûr le parti Les Démocrates et puis l'Union progressiste, le Renouveau. D'accord, vous voulez... Oui, je voudrais apporter un peu d'eau au moulin de Hugues en disant que le choix de porter Luc Setonji Atropo à la tête de liste au niveau de la 16e pour les législatives, c'est un choix purement stratégique. Et c'est un choix qui, ma foi, sans donner aval à quelqu'un ou à une autre personne, c'est un choix qui va se dessiner, qui va être porteur, je pense, pour les élections à venir. C'est vrai que le parti, les démocrates, le parti de la flamme de l'espoir, a un candidat qui également fera parler de lui. Et qu'on le veuille ou non, c'est un homme de terrain, Guy Dossou Mitokpe. Donc ils feront le travail sur le terrain. Mais le choix de Luc Setonji Atropo, positionné au niveau de la 16e circonscription électorale, notamment au niveau des arrondissements que nous avons cités, est un choix purement stratégique. Et vous verrez que cette stratégie-là pourrait porter au soir du 11 janvier 2026, quand on aura terminé les élections législatives. Très bien. Allons dans la 24e circonscription où l'on constate que également il y a des têtes, des figures, pour ne pas dire des figures de proue qui ont été positionnées également sur des listes. Lorsqu'on parle de la 24e circonscription électorale, ça fait penser par exemple à Kové, à Zanyalando, à Ouenri, à Zakbota et à Zobodomé, les communes qui font partie de la 24e circonscription, c'est bien ça, Hector Zogo, c'est exactement ça. Cette Atemi. Dans cette circonscription électorale, nous avons également l'UPR, nous avons le Bloc républicain, nous avons le parti Les Démocrates, nous avons également la force Kori pour un Bénin émergent, nous avons Moël Bénin, Hugues Hector Zogo. Oui, Kové Ouenhi, Zanyalando, Zakbota, Zogbodome, c'était l'ancien fief d'un certain Désiré Vaudonon. Désiré Vaudonon, Lazare Serhuetor. Lazare Serhuetor. Vous parlez des baobabs à l'époque. En fait, dès qu'on parle de ces 5 communes qui constituent la 24e circonscription, c'était les deux noms. Il n'y avait pas photo. Vous le dites clairement. Clairement, c'est comme l'analyse qu'on vient de faire par rapport à la 16e circonscription. Dès que vous évoquez ces communes-là, ces figures étaient quand même des figures politiques qui ont ancré des bases et personne ne pourrait venir dans cette circonscription ou encore moins dans l'une de ces communes-là sans pouvoir faire allégeance à l'une de ces deux figures. C'est assez mastodonte comme on a l'habitude de le dire. Aujourd'hui, au regard des positionnements, il y a un qui ne se retrouve pratiquement plus sur le terrain politique. Vous parlez de qui? Désiré Vaudonon. D'accord, qui est en prison. Qui est actuellement en prison. Oui. Et puis Lazare Serhuetor qui n'a pas été positionné par son parti politique. Alors, quand on regarde un peu le positionnement des têtes de liste au niveau de cette 24e circonscription, au niveau du Bloc républicain, on a Hervé Hehomé, député à l'Assemblée nationale, ancien ministre, qui est positionné tête de liste. D'accord. Vous avez l'Union progressiste qui a positionné le président du groupe parlementaire de l'Union progressiste Le Renouveau. Je veux parler de l'honorable Aken Datondé. D'accord. Vous avez au niveau de la formation Foskori Point Bénin émergent, le parti de l'opposition nuancé, qui a positionné Arlano Arsène, figure très peu connue. Au niveau de Moël Bénin, on a Roumenou Gérek Valentin. Et au niveau du parti Les Démocrates, on a un religieux. D'accord. Ils ont positionné comme tête de liste Eladji Monsia Christian. Très bien. Donc, quand vous regardez très bien le positionnement de ces 5 formations politiques, il n'y a rien à dire. On va se retrouver avec 3 formations politiques qui vont se disputer âprement les sièges. Il s'agit du Bloc républicain, oui. Il s'agit de l'Union progressiste du Renouveau, oui. Et il s'agit du parti Les Démocrates. D'accord. Vous avez très bien fait tout à l'heure de rappeler l'ancienne formation politique de Monsi
Moncia. Christian El Hadj Christian Moncia, Vous qui avez... appartenait au bloc républicain et qui était positionné en 2023 dans la 6e circonscription électorale. Et qui a fini par démissionner pour rejoindre les démocrates. Exactement. Mais on sait le rôle qu'il a joué dans la 6e circonscription. Oui, c'est-à-dire que cette démission d'antan et le fait qu'il ait rallié le parti de l'opposition, ça constitue un premier défi pour lui. Parce qu'il va se retrouver en face de Hervé Romain, avec qui ils ont eu quand même à travailler au niveau de l'ancienne formation politique bloc républicain. Et donc, positionné au niveau de la 24e circonscription, ça lui permettra de démontrer son ancrage politique. Oui. Et quand vous regardez très bien la manière dont il a toujours travaillé, des actions communautaires un peu partout, la manière dont il était plus proche des religieux, et travaillant aux questions de paix. Dès qu'il y a un foyer de tension, il fait partie quand même de ces personnalités-là qui essayaient de dire non, travaillons pour que la paix puisse continuer par être instaurée dans notre pays. Et vous savez, le parti Les Démocrates... Il faut l'ajouter, une facilité de mobiliser la communauté musulmane. Il l'a fait dans la 6e circonscription électorale. Il a bataillé comme s'il était premier sur la liste de la 6e circonscription à l'époque. Vous savez quand on parle du parti Les Démocrates, souvent, on a l'impression de dire c'est des va-t-en-guerre. C'est des gens qui sont assez acerbes, assez critiques vis-à-vis du pouvoir en place. Mais quand vous suivez la manière dont El Hadj Moncia Christian, au cours de sa communication politique, prend la parole, vous vous rendez compte que c'est un monsieur qui est très tempéré. Dans toute sa démarche, ce qui préoccupe, c'est la paix. Et donc, ça constitue aujourd'hui un poids très important pour lui, pour pouvoir rallier toutes les personnes qui se disaient, oui, on est opposant certes, mais ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on doit mettre le pays à feu et à sang, comme certaines personnes se permettent de le dire. Vous êtes opposant, en tant qu'opposant, vous avez votre droit de faire de la politique, mais en faisant cette politique-là, vous devez toujours travailler à mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de vos intérêts personnels. Et on se rend quand même compte que cette figure-là, Moncia Christian, a toujours travaillé dans cette dynamique-là. Maintenant, face à lui, 2 baobabs, 2 députés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le président du groupe parlementaire Union progressiste le renouveau, Akenatonde, qui inéluctablement va vouloir donc... 2 fois ministre, je crois, 2 fois ministre, 2 fois député. Oui. Donc, il va travailler énormément à conserver, je vais dire, plus de sièges pour sa formation politique. Parce que l'objectif aussi, c'est de travailler à ce qu'à l'Assemblée nationale, on puisse dire, oui, la formation politique, la plus grande formation politique connue juste là, en termes de députés à l'Assemblée nationale, de maires au niveau de nos communes, cette formation voudra donc démontrer qu'elle reste leader des autres formations politiques dans le pays. Mais la jeunesse de El Hadj Moncia Christian peut donc payer. Mais c'est pour et l'influence du parti Les Démocrates qui a désormais d'ancrage dans la 24e grâce à sa présence dans cette circonscription peut faire mal. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura une dispute très intéressante au niveau des formations politiques. Parce que les autres ont déjà occupé le poste de député. Et mieux, ils occupent des postes stratégiques au niveau de leur formation politique. Un ancien ministre du président Patrice Talon, qui s'est retrouvé député à l'Assemblée nationale avec son mandat finissant, va inéluctablement vouloir se faire réélire. Mais à l'opposé, vous aviez la jeunesse qui se retrouve derrière un candidat
mieux de l'opposition. Et pourquoi ces partis n'ont pas laissé de place, par exemple, aux jeunes, comme l'ont fait l'honorable Badamassi dans le nord du Bénin, comme Charles Tokor? Ils auraient pu le faire et positionner des jeunes. Non, il y a des circonscriptions électorales où ce n'est pas une question que de placer des jeunes. Mais c'est comme la 16e circonscription. Vous aviez vu celui qui a été placé tête de liste? Bien sûr. Pour pouvoir contrecarrer l'opposition. Parce que ne l'oubliez pas, l'opposition, c'est vrai, est dans la dynamique d'avoir 20%, d'accord, au niveau de toutes les circonscriptions électorales. Donc des 24 circonscriptions électorales. Mais l'opposition peut aussi faire le choix de dire on travaille à basculer l'électorat de sorte à empêcher les formations politiques de la mouvance présidentielle d'obtenir les 10%. Puisque les partis de la mouvance présidentielle, eux, actuellement, au regard de l'accord parlementaire, oui. Ça leur permet donc de n'avoir... L'accord de gouvernance, c'est ça, accord de gouvernance parlementaire. Ouais. Ça leur permet de n'avoir que 10% pour élever des sièges. Par contre, le parti de l'opposition, le principal parti de l'opposition, les démocrates, qui n'a pas fait d'accord, a l'obligation de se retrouver avec 20%. Alors, si on laisse des candidats qui sont très bien connus, capables de lever plusieurs sièges à eux seuls, sans mettre des barons politiques susceptibles de leur créer des ennuis sur le terrain, c'est qu'ils vont rafler pratiquement tous les sièges. Et s'ils raflent tous les sièges, une seule circonscription électorale peut vous mettre en difficulté. Donc, si par exemple, au niveau de l'Union progressiste de renouveau, il faisait le choix de dire oui, l'honorable Aken Natondé, président de groupe parlementaire, on peut le positionner peut-être deuxième ou troisième tête de liste, et on laisse un jeune prendre la tête de liste pour conduire la liste de l'Union progressiste de renouveau. On fait la même chose au niveau du bloc républicain. Au lieu qu'on place l'ancien ministre et actuel député Hervé Hehome en tête de liste, on va le mettre en deuxième ou troisième position et on place un jeune pour donner de chance à la jeunesse. Ça va faire basculer les choses. D'accord. Parce que El Hadj Moncia Christian a un poids politique énorme et énormément soutenu par la jeunesse. Et donc, il peut mettre facilement en difficulté les deux partis de la mouvance présidentielle. Et si la mouvance présidentielle, à partir de Bloc républicain et de l'Union progressiste, n'arrive pas à lever les 10%, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que tout le processus électoral est mis en difficulté. Parce qu'ils ne vont pas parvenir donc à obtenir les 10% au niveau de toutes les 24 circonscriptions. Parce que c'est le grand défi aujourd'hui. Il faut 10% pour les 24 circonscriptions, pour les partis de la mouvance présidentielle, et il faut 20% pour le principal parti de l'opposition au niveau des 24 circonscriptions électorales. Donc c'est un choix très bien réfléchi au niveau du bloc républicain et au niveau de l'Union progressiste de renouveau en vue de contrecarrer le choix fait par le parti les démocrates en positionnant donc en tête de liste El Hadj Moncia Christian. Parce que n'oubliez pas, avant que même quand les positionnements se font dans les coulisses, les partis politiques savent bien évidemment ce qui se dessine. C'est pas comme si vous allez juste déposer votre liste et puis du jour au lendemain, vous vous rendez compte que c'est telle personne qui a été positionnée. Il y a au niveau des partis politiques des tops qu'on envoie. Et les tops sont là pour même s'approcher peut-être du président du parti. Pour savoir, il est là, mais il est le plus fidèle pour savoir, mais au niveau de telle circonscription électorale, qui est pressenti être tête de liste? C'est ça. Qui est pressenti être deuxième de la liste? Est-ce qu'on peut rapidement avoir les noms de 2 ou 3 personnes qui, visiblement, pourraient occuper ce poste-là? Et donc, dès que les noms se retrouvent avec l'adversaire politique, il y a des généraux au niveau de ces partis politiques-là qui font des analyses et qui disent, bon, écoutez, misons plus sur celui qui, visiblement positionné, pourrait nous créer plus d'ennuis. Et si c'était lui, quelle est alors la contrepartie? Quelle est la démarche que nous, on mène pour pouvoir contrecarrer, ce choix-là qui serait fait éventuellement par notre adversaire politique? Donc, je crois quand même que c'est un très bon casting qui est fait.
là, le parti Les Démocrates, visiblement, pourrait lever plusieurs sièges, mais attention, on a aussi au niveau de la mouvance présidentielle deux grands leaders politiques qui ne vont quand même pas se laisser aller aussi facilement. Très bien. On comprend votre analyse. Cette atémie, quand même, doit-on avoir peur de la présence du jeune bagarreur en la personne de Christian Monsia positionné par les démocrates dans la 24e? Oui, je crois qu'il faut en avoir peur. Parce que Issa Christian Monsia se trouve être une personne, vous l'avez dit, un vrai bagarreur, un activiste au niveau de la communauté et qui, dans son ancrage, a décidé de se mettre un peu sur un chemin qu'a emprunté un certain El Hadj Malick Rasoul. Quand vous voyez sa façon d'agir, quand vous voyez la façon dont il se rapproche des communautés religieuses, quand vous voyez la façon dont il se rapproche des populations et les actions qu'il mène sur le terrain, vous sentez qu'il est allé à une école et qu'il est en train de suivre le chemin de cette école-là. Mais qu'on s'en souvienne également de tout ce qu'il a eu à faire quand il était dans la 6e, vous en aviez parlé tout à l'heure. Il était positionné 4e en 2023, mais il a bagarré tellement dur pour que le bloc républicain puisse avoir le seul siège qu'ils ont eu. Le siège est occupé par l'honorable Sokwa. Oui, exactement. Dans la 6e circonscription en 2023. Il a bagarré vraiment dur pour que cela puisse être aujourd'hui possible. Aujourd'hui, il se trouve être positionné tête de liste. Dans la 24e, une circonscription qui ne lui est pas inconnue du tout. C'est une circonscription qu'il maîtrise. Autant Zanyanado, autant Zakota, Kové, Kouenri et tout le reste, il les maîtrise. Et il a un ancrage, il a des actions qu'il mène dans chacune de ces communes que nous avons précitées tout à l'heure. Donc il faudra le prendre très au sérieux. Et puis il a deux forces qui sont à lui, deux forces qui vont militer pour lui. La première, c'est que c'est une personne jeune. C'est une personne à travers laquelle les communautés se reconnaissent. Et la seconde, c'est qu'on l'a dit également tout à l'heure, c'est une personne qui, au niveau de l'action communautaire, reste une personne qui est très ancrée et qui sait pouvoir faire les choses comme les gens aiment qu'on puisse le faire. Alors, la dernière chose que j'ajouterais, qui va compter beaucoup pour lui, c'est que c'est un natif du coin. On peut le dire, parce que quand vous avez un père qui est de Zanyanado, et quand vous avez une mère, par exemple, qui est de Zogbodomé, alors vous êtes carrément un fils du coin. Vous parlez le patois que les gens parlent là-bas. Vous arrivez à vous exprimer un peu comme les gens s'expriment là-bas. Vous mangez un peu comme eux. Vous connaissez leur réalité. Vous êtes capable de leur parler des allégories à laquelle ils font prestance pour pouvoir comprendre les choses. Vous êtes capable d'être le griot qui puisse leur raconter l'histoire qui doit leur être racontée. Vous êtes capable de leur dire la façon dont les choses se passent aujourd'hui pour que nous puissions mieux faire les choses. Il faudrait que les fils du terroir, les natifs, puissent faire telle ou telle autre chose. Je suis un natif, je peux faire telle et telle autre chose. Et là, on vous fait confiance facilement. Mais attention, Hugues le soulignait très bien tout à l'heure. Et j'ajouterais pour dire qu'il y a des circonscriptions dans lesquelles il ne faut pas seulement, parce qu'on a vu qu'on a positionné un jeune de l'autre côté, positionner également un jeune. Non, il faudrait que la personne qui soit positionnée soit une personne qui ait un poids dans la circonscription. Parce que les jeunes d'un parti à l'autre n'ont pas le même poids. Non, pas du tout. Vous pouvez être jeune, vous pouvez avoir le même âge, mais vous n'avez pas le même poids. Vous n'avez pas la même carrure. Le dit l'autre, les moutons se promènent, mais n'ont pas les mêmes prix. Ils n'ont pas les mêmes prix. Ils n'ont pas le même pelage, ils ne valent pas la même chose. Quand vous les mettez sur un kilogramme ou un instrument pour peser les poids, ils ne valent pas la même chose. D'où les positionnements stratégiques qu'on a observés. Exactement. Parce qu'il faut regarder les carrures, il faut regarder les profils, il faut regarder également la maîtrise du terrain de chaque personne. Quand on cite l'honorable Akhenatonde pour l'Union progressiste, le renouveau, c'est une personne qui n'est plus à présenter aujourd'hui au niveau de
de la 24e circonscription électorale. C'est son fief également pour l'honorable Akhenaton. Donc, il connaît le terrain, il connaît les rouages du terrain, il sait comment les choses se font là-bas et forcément, il y aura bataille à faire quand vous avez une mastodonte comme ça en face de vous. Quand vous prenez également le ministre Hervé Khekhoumé, qui a déjà eu un très bon passé en tant que ministre, qui est député de la 9e législature qui est en train de finir. C'est une personne également qui a de l'ancrage au niveau de la 24e. Et c'est le Bloc républicain. C'est des partis qui sont solidement fixés au niveau de cette 24e-là. Donc forcément, il y aura bataille à faire. Mais attention, il ne faut pas prendre seulement l'honorable Issa Monsia Christian comme une personne jeune qui ne maîtrise rien. Non, il faut le prendre très au sérieux parce que les batailles se feront entre ces trois parties-là. Et à la fin, comme je le disais précédemment, c'est seulement à la fin du 11 janvier que nous pourrons savoir qui a pu tirer son épingle du jeu et qui sera le parti ou la personne qui sera la plus heureuse au soir de ces élections-là. Mais moi, je suis heureux d'une chose, c'est déjà que sur le terrain, la bataille se fera. Très bien. Sur le terrain, la bataille se fera, vous l'avez dit, en ce qui concerne la 24e et la 16e circonscription électorale. Nous aurons le temps de revenir sur d'autres circonscriptions électorales dans nos prochaines émissions. Nous allons changer de sujet, si vous me le permettez, Hugues Zogo, cet Atemi. Un autre sujet qui retient l'attention, c'est le titre du quotidien Le Potentiel qui parle de graves dérives sur le campus universitaire d'Abomey-Calavier, un étudiant arrêté pour agression sexuelle sur un enfant de 8 ans. Et plus loin, on constate qu'il s'agit d'un garçon de 8 ans qu'il a voulu donc violer, cet Atemi. Quand on entend ces histoires, on est... C'est pas si. Pourquoi je dis il a voulu, bon, je ne sais pas si... Dont il a voulu abuser. Dont il a voulu abuser. Et quelque part, si l'acte... il a violé. Peut-être qu'il a violé. Bon, peut-être. Quelque part, si l'acte a été fait et si on arrive judiciairement à donner les preuves de cela, on peut parvenir à la tentative de viol ou au viol. Mais moi, je suis dérangé quand j'apprends ces choses qu'il ne faut pas, à mon avis, mettre dans les faits divers. Parce que aujourd'hui, il se trouve que grâce au développement des technologies de l'information et de la communication, grâce à l'accès illimité à tout ce qui concerne les réseaux sociaux, aujourd'hui, les jeunes, malheureusement, développent certains comportements qui ne sont pas, je vais dire, moraux, qu'on ne devrait pas du tout encourager, qui n'ont pas de rapport avec ni l'éthique ni la morale. Je suis dérangé qu'un étudiant à l'université qui a au minimum ce qui a son baccalauréat puisse se comporter de cette façon-là. Vous agressez sexuellement un jeune de 8 ans, c'est un mineur, 8 ans, qui plus est un garçon. Écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de tout ce qui a rapport à l'homosexualité, au pluralisme dans le désir de se mettre avec X ou Y. Mais quand vous avez envie de le faire, il faut le faire en toute responsabilité. Si vous voulez avoir une relation charnelle avec une personne, il faut que cette personne soit d'un certain âge et il faut que cette personne puisse donner entièrement son consentement avant que les choses ne puissent se faire. Je conçois très mal qu'un étudiant, au minimum qui a 18 ans, puisse se mettre à abuser ou à tenter d'abuser d'un petit de 8 à peine 8 ans, oui. Voilà, et qui en arrive même à en abuser, je ne sais pas. C'est dommage, c'est grave pour notre société. On est en train de réfléchir à des questions très importantes pour que nous puissions parvenir à continuer à arpenter ce chemin de croissance et de développement de ce pays. Nous réfléchissons à des choses vraiment très sérieuses. On n'a pas le temps de pouvoir parler de ces petites choses-là. Mais je trouve que c'est pendant qu'on pense qu'on n'a pas le temps de le faire
qu'il faut faire attention à mieux donner une éducation de base aux enfants. Et je pense que les questions de civisme, les questions de morale, les questions d'éthique devraient davantage non seulement être enseignées au niveau de nos écoles, mais devraient davantage être enseignées par les parents à leurs enfants. De sorte à ce que dès que les enfants commencent à grandir, qu'on puisse leur enseigner telle ou telle autre chose, comme nous avons eu la chance de pouvoir avoir bénéfice de cela, et que demain on ne puisse pas encore entendre de ce genre d'histoire. Je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais je trouve que c'est extrêmement grave et qu'il faut davantage faire attention à ce que cela ne puisse pas se reproduire. Oui, docteur Zogo, cet atémie trouve que c'est suffisamment grave. Est-ce que cet étudiant a tous ses sens? Non, je ne vais pas me prononcer sur cette question. Je vais juste commencer par dire que c'est un crime contre l'humanité. Les questions de violence, que ce soit sur le genre, que ce soit sur la femme ou même que ce soit sur des hommes, dès qu'on parle de violence, dès qu'on parle de viol, pour moi c'est un crime. Et je suis entièrement d'accord avec lui quand il évoque la question pour dire qu'on ne doit pas le considérer comme un fait divers. Parce que c'est... Tout à l'heure, quand vous avez commencé par en parler, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule, à la limite, je me suis retrouvé scandalisé. Je me suis posé plusieurs questions. Et il y a fondamentalement un travail qui doit se faire au niveau de chaque famille. Il y a un travail qui doit se faire au niveau de chaque famille. Nous en parlons très peu et de plus en plus occupés par les questions, les préoccupations quotidiennes. Nous ne trouvons plus le temps matériel d'échanger avec nos enfants. Il faut qu'on continue de parler à nos enfants. Dès que quelqu'un vous touche certaines parties de votre corps, quand vous êtes un enfant, il faut fuir cette personne-là. Dès que vous rentrez à la maison, il faut en parler systématiquement avec les parents. Et pour que ça soit effectif, c'est que les parents doivent pouvoir instaurer un cadre de dialogue sain avec leurs enfants. Parce que si vous ne le faites pas, l'enfant ne pourra pas venir vous exposer tout ce qu'il subit dans la rue, tout ce qu'il subit dehors. Or, lui, il est innocent, il ne maîtrise absolument rien de tout ce qui se passe. Il subit d'abord, et c'est par chance, par coup de chance, que quelqu'un pourrait se retrouver dans le périmètre, constater le dégât et en parler. Sinon, l'enfant va subir un viol, on ne le souhaite pas du tout, ne va même pas en parler par peur de ses parents, par peur de la réaction de ses parents, parce qu'il n'y a pas eu cet environnement de dialogue, il n'y a pas eu ce cadre sain au point où l'enfant puisse tout dire à ses parents. Donc c'est déjà le grand défi pour nos parents aujourd'hui à pouvoir relever. Celui dont on parle, fort heureusement qu'il a été aujourd'hui arrêté, il est sans aucun doute dans les mains de la justice. Les investigations vont se poursuivre. Si éventuellement il se retrouve incriminé, il va subir la rigueur de la loi. Les tests de la République sont assez clairs par rapport à ce genre de situation. C'est purement sévi par les tests de la République. Et je voudrais quand même profiter pour remercier toutes les organisations de défense, toutes les organisations non gouvernementales qui travaillent à pouvoir lutter contre ce phénomène du viol. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Cela dit, si vous devez vous retrouver avec une personne à partager son intimité sexuelle, que ce soit une personne adulte et que ce soit sur consentement. Si vous ne le faites pas et vous violez la personne, il y a quand même la loi qui est assez dure sur la question. Et il y a par exemple l'Institut national de la femme qui fait suffisamment de sensibilisation
il y a la phase répressive qui est en cours aujourd'hui dans notre pays. Et donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes les premiers acteurs à pouvoir conscientiser notre société. Nous sommes les premiers acteurs à pouvoir dire non, il y a des limites à ne pas franchir. Et pour moi, ça, c'est une limite infranchissable. Cet enfant, aujourd'hui, imaginez si l'acte avait été commis ou si même il y avait eu tentative de ce forfait-là, psychologiquement, cet enfant-là sera détruit. Et c'est peut-être à vie. Il va garder ces séquelles-là. À moindre geste, vous allez voir, il va tiquer. Dans notre communauté, vous voyez parfois des personnes, même très âgées, et il suffit seulement que, en tant qu'homme, vous avez en face de vous une femme, et en tant qu'homme, vous, dès que la dame tombe sur vous, elle va tiquer. C'est peut-être parce que quand elle était toute petite, elle a subi une agression. Elle a subi une agression sexuelle. Et donc, c'est resté dans son subconscient. Et tout le temps, quand elle voit un homme où elle ne s'attend pas du tout à le retrouver, elle pense donc à cet acte-là qu'elle a vécu peut-être une trentaine d'années, une quarantaine d'années plus tard. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est un phénomène contre lequel nous devons nous mettre ensemble, travailler pour dire arrêtons ça dans notre communauté. Et pour que ça puisse effectivement, pour qu'on arrive effectivement à enrayer ce phénomène, il faut que la discussion se fasse au niveau des familles. Nos mamans n'ont plus le temps aujourd'hui de montrer aux petites filles, par exemple, comment elles peuvent s'asseoir pour fermer leurs jambes. Il y a de petites vidéos, parfois vous tombez sur de petites vidéos sur Internet où vous voyez une mère en train de montrer à sa petite fille comment est-ce qu'elle pourrait s'asseoir sans qu'on ne puisse voir le dessous qu'elle a porté. Elle veut peut-être chercher un objet par terre. La maman lui montre comment est-ce qu'elle va s'abaisser sans pour autant laisser de possibilité à un éventuel violeur de pouvoir l'agresser sexuellement. Donc, c'est de petites choses qui n'ont peut-être l'air de rien. Nos mamans, à l'époque, n'avaient pas reçu l'instruction pour autant, n'avaient pas autant d'outils numériques sous la main. Aujourd'hui, notre génération a la chance d'avoir tous ces outils-là. Malheureusement, nous ne les exploitons pas à bon escient. Il faut qu'on puisse penser au phénomène, il faut qu'on puisse savoir que nous sommes les personnes, nous les adultes, nous sommes les personnes habilitées à protéger les enfants. Les enfants sont très vulnérables et face à de pareilles situations, malheureusement, les personnes qui vous font subir ce genre de situation-là sont peut-être même des amis de la famille. Très bien. C'est peut-être des amis de la famille. Il est là, c'est le tonton gentil. Et c'est pourquoi moi, je n'aime pas entendre un homme d'un certain âge, ma chérie, ma chérie. Je l'interdis systématiquement. Il n'y a pas à appeler une petite fille chérie. Ce n'est pas votre chérie. Soit c'est votre fille, soit vous l'appelez par son prénom. Ça s'arrête là. Vous n'avez pas en tant qu'homme à appeler une petite fille de 8 ans, 9 ans, même de 16 ans, ma chérie. Non, c'est proscrit chez moi. Vous n'avez pas à le faire. Je vous dis, vous n'avez pas à l'appeler votre chérie parce qu'elle n'est pas votre chérie. Elle n'a pas encore l'âge de porter la responsabilité de ce qu'on appelle être une chérie. Donc, appelez-la par son petit prénom. Elle peut vous appeler papa, elle peut vous appeler tonton, ça s'arrête là. Parce que c'est en disant, ma chérie, qu'on commence par faire de petits attouchements, des attouchements. Et la fille, elle est innocente. Elle est naïve. Elle est naïve, elle ne comprend absolument rien. Et le drame est déjà fait. On constate les dégâts plus tard, on ne le souhaite pas. Merci pour tous ces éléments apportés. Merci pour ces conseils, surtout pour attirer l'attention des parents
à également parler avec les enfants, à leur dire certaines choses afin de les préparer pour que le pire n'arrive. Et même, si vous permettez, hein, oui. les camarades à l'école, il faut interdire à vos enfants, les camarades ne doivent pas toucher votre organe génital. Ce n'est pas une partie à toucher du tout. On ne s'amuse pas avec l'organe génital. Vous n'êtes pas parti à l'école pour que vos camarades puissent s'amuser à toucher votre organe génital. Parce que vous ne pouvez forcément pas imaginer tout ce qu'il y a comme actes qui pourraient se produire juste après tout ça. Donc, c'est des choses à dire à nos enfants à la maison. Merci à vous, Hector Zogo. On va partir pour l'horoscope. Je voudrais rappeler que le thème Actu décalé est intitulé Accident de circulation. Que dit de la réactivité de la population de nos jours? Que dit de la réactivité de la population de nos jours? On va en parler dans un court instant, mais